Tout le personnel évitait le milliardaire qui contrôlait tout, jusqu'au jour où une enfant osa lui dire la vérité. Il était l'ombre que toutes les femmes de ménage priaient de ne jamais croiser. Henri Rottel, un milliardaire dont la cruauté se murmurait comme une malédiction. Les employés disparaissaient après une seule erreur, ne laissant derrière eux que des avertissements. Ne jamais être vu, ne jamais être entendu, et surtout, ne jamais, au grand jamais, le défier. Pendant des années, le silence régna dans son palais de verre, perché au sommet d'une tour de la Défense, jusqu'à un après-midi où une fillette de 11 ans sortit de sa cachette et dit au monstre ce qu'aucun autre n'avait jamais osé. « Vous devriez présenter vos excuses. » Clara Mayeux, 11 ans, croyait que les monstres vivaient seulement sous les lits, pas dans les penthouses. Mais M. Rottel, l'homme dont sa mère astiquait les sols, était une autre sorte de créature, et il était sur le point de montrer les crocs. Le penthouse des Rottel ressemblait moins à une maison qu'à un musée du silence. Il occupait tout l'étage supérieur de la plus haute tour de la ville, un palais de verre suspendu dans les nuages. La lumière du soleil traversait des fenêtres hautes comme des chaînes, mais elle ne semblait jamais réchauffer l'endroit. Elle ne faisait que souligner l'absence de vie, miroitant sur les sols en marbre poli et les surfaces chromées qui refusaient les empreintes. Aucune photographie sur les tables luisantes, aucun dessin d'enfant sur le réfrigérateur, aucun désordre confortable d'une vie bien remplie. Seulement de l'espace, froid, vaste et intimidant. Clara Mayeux était assise sur un petit tabouret, dissimulé dans un placard de service qui sentait le nettoyant à la lavande et l'amidon. La porte était entr'ouverte, juste assez pour qu'un mince éclat du grand salon soit visible. Ses petites mains reposaient sur un gros livre d'histoire, ouvert sur ses genoux, mais ses yeux n'étaient pas sur la page. Ils étaient fixés sur sa mère, Hélène. Hélène Mayeux se déplaçait dans l'immense espace avec une grâce discrète et maîtrisée. Elle était un fantôme en simple uniforme bleu, ses gestes efficaces et silencieux. Elle nettoyait avec un profond respect attentif pour les objets autour d'elle, essuyant une table en verre avec un chiffon doux, comme si elle s'occupait d'un artefact inestimable. Pour Clara, sa mère était la personne la plus gracieuse du monde. Elle pouvait effacer une trace sans un bruit et ne laisser derrière elle qu'un éclat invisible et parfait. Elle avait appris à Clara que leur travail était d'être invisible et inaudible, la magie silencieuse qui rend un lieu parfait sans laisser la moindre trace de leur passage. Clara n'était là que parce que c'étaient les vacances scolaires et que la femme qui la gardait d'ordinaire était malade. Hélène l'avait emmenée au travail avec une longue liste d'instructions, la plus importante étant « Tu restes dans ce placard. Tu lis ton livre et tu ne fais aucun bruit. Nous avons de la chance que Madame Gable l'accepte. Tu comprends, mon trésor ?» Clara avait hoché la tête avec sérieux. Elle comprenait le ton feutré que sa mère employait en parlant de ce travail, les rides de fatigue qui encadraient ses yeux lorsqu'elle rentrait chaque soir. Ce travail payait leur petit appartement, les courses, la nouvelle paire de chaussures dont Clara avait besoin pour l'école. Ce travail était essentiel, et M. Henri Rottel, propriétaire de tout ce silence glacé, était un homme à craindre. Clara ne l'avait jamais vu. L'intendante en chef, Madame Gable, parlait de lui comme les personnages de son livre d'histoire parlaient de rois imprévisibles. Madame Gable, grande femme sévère aux cheveux gris, tirés en un chignon si serré qu'il semblait étirer son visage, les avait accueillis ce matin-là à l'ascenseur privé, ses yeux inspectant Clara comme pour y traquer la moindre poussière. « Il n'est pas attendu aujourd'hui », avait-elle dit à Hélène, sa voix un bourdonnement d'autorité. « Mais on ne peut jamais en être certain. Vous connaissez les règles, pas d'erreur, pas de perturbation. Il tient à son calme. » Puis elle avait baissé les yeux vers Clara. Elle doit rester complètement hors de vue. S'il devait trouver un enfant ici,
Madame Gable n'avait pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. La menace non dite flottait dans l'air, lourde et glaciale. Clara reporta son attention sur le salon. Sa mère achevait la dernière inspection de la pièce principale, ses reflets glissant sur le sol poli. Un léger sourire effleura les lèvres d'Hélène, le sourire discret d'un travail bien fait. Elle se tourna pour prendre son chariot de ménage, et à cet instant, le son que tout le personnel redoutait résonna dans le penthouse. Le doux carillon électronique de l'ascenseur privé annonçant une arrivée. Hélène se figea, son corps devint rigide et le petit sourire disparut de son visage. Clara vit les mains de sa mère se crisper le long de ses flancs. Depuis sa cachette, le cœur de Clara se mit à battre plus vite. Les lourdes portes d'acier de l'ascenseur glissèrent en silence. Un homme en sortit. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume gris anthracite, parfaitement taillé qui valait probablement plus cher que leur voiture. Ses cheveux, sel et poivre, étaient coupés courts et nets. Son visage était un masque de lignes sévères et d'angles tranchants, et ses yeux, même à travers la pièce, ressemblaient à des éclats de glace. Il tenait une mallette en cuir dans une main et une tasse de café fumante dans l'autre. Cela ne pouvait être que lui, M. Henri Rottel. Il ne sembla pas remarquer Hélène, qui demeurait parfaitement immobile, cherchant à se fondre dans les murs gris pâles. Il traversa la pièce, ses chaussures de cuir coûteuses résonnant sur le marbre d'un claquement sec et implacable. Chaque pas sonnait comme un coup de marteau dans la pièce silencieuse. Il s'arrêta devant l'immense baie vitrée qui dominait la ville, un petit roi observant son royaume. Voyant sa chance, Hélène commença à se déplacer, essayant de se glisser vers le couloir de service. Elle avançait lentement, un pas à la fois, son corps tendu de tension. Elle était presque au bord du grand tapis perçant lorsque sa voix trancha l'air, nette et glaciale. « Vous !» Hélène s'arrêta net, lui tournant le dos. Elle se retourna lentement. « Oui, monsieur Rottel. » Il ne la regarda pas. Il garda son regard sur la ville en contrebas. « Je n'étais pas au courant qu'un grand nettoyage était prévu aujourd'hui. »« Non, monsieur, juste l'entretien habituel, » répondit Hélène d'une voix à peine audible. « Je terminais simplement. » Il tourna enfin la tête et son regard glacé se posa sur elle. Il la détailla de haut en bas, une évaluation lente et méprisante qui fit se contracter l'estomac de Clara, comme s'il inspectait un meuble dont il envisageait de se débarrasser. « Vous terminez ?» répéta-t-il d'un ton plat. Il fit un pas lent vers l'avant, ses yeux balayant la pièce comme à la recherche d'une imperfection. Son regard s'arrêta sur la table basse en verre qu'Hélène venait tout juste de polir à la perfection. Il s'en approcha, posa sa mallette au sol. Il examina la surface brillante, puis regarda Hélène. « Cette table, vous l'avez nettoyée? »« Oui, monsieur, à l'instant. » Il hocha lentement la tête. Un étrange sourire, désagréable, effleura le coin de sa bouche. « Je vois. » Puis il fit quelque chose qui coupa le souffle de Clara. Il inclina la main. La tasse blanche en céramique se renversa et un flot de café brun s'écoula sur le verre impeccable. Il dégoulina sur les bords, éclaboussant le tapis blanc immaculé. La tache sombre s'étendit comme une blessure. Hélène laissa échapper un petit cri involontaire. Monsieur Rottel posa la tasse désormais vide sur la table avec un léger cliquetis. Il contempla le désordre qu'il avait créé, puis la regarda, le sourire cruel toujours aux lèvres. « On dirait que vous avez oublié une tâche, » dit-il, sa voix teintée de moquerie. « Vous avez renversé. Quelle maladresse !» Hélène le fixa, le visage pâle de choc et de confusion. « Monsieur Rottel, Vous me contredisez,
coupa-t-il d'une voix basse et dangereuse. Non, monsieur, murmura Hélène, les yeux baissés. La lutte s'éteignit en elle, remplacée par une résignation profonde et lasse. Elle connaissait les règles de ce jeu. L'homme qui possède tout a toujours raison. Je suis désolé, monsieur. Je vais nettoyer immédiatement. Assurez-vous que ce soit parfait cette fois, dit-il, sa voix redevenue froide et distante. Il lui tourna le dos et se dirigea vers son bureau, laissant Hélène figée, regardant la tâche. Clara vit les épaules de sa mère s'affaisser. Elle aperçut ses mains trembler lorsqu'elle alla chercher les produits de spéciaux pour le tapis. L'humiliation irradiait d'elle en vagues. Elle était traitée comme si elle n'était rien, un jouet pour le jeu cruel d'un homme riche. Quelque chose se brisa en Clara. C'était une sensation qu'elle n'avait éprouvée que quelques fois dans sa vie, la même qu'elle ressentait quand un camarade de classe tentait de voler le déjeuner d'une amie. Son grand-père, Walter Mailleux, avait été soldat, un héros décoré d'une guerre bien avant sa naissance. Il lui avait appris beaucoup de choses avant de mourir, mais la leçon la plus importante était simple. Il y a des moments pour se taire. Clarabelle, disait-il d'une voix chaude et grave, et des moments pour tenir bon. Une bonne personne sait faire la différence. En voyant sa mère agenouillée, le visage couvert de honte, tandis qu'elle épongeait la tache de café, Clara sut de quel moment il s'agissait. La peur qui la clouait sur le tabouret s'évapora, remplacée par un feu ardent et farouche. Elle poussa la porte du placard et entra dans la vaste pièce silencieuse. Ses petites baskets ne firent aucun bruit sur l'épais tapis. Elle s'avança jusqu'au bord de la tâche, les poings serrés le long du corps. Hélène leva les yeux, paniquée en apercevant sa fille. « Clara, retourne là-bas » chuchota-t-elle d'une voix tremblante. Mais Clara ne regarda pas sa mère. Elle fixa le bureau, où M. Rotel avait disparu. Elle prit une profonde inspiration, et sa voix, quoique petite, résonna claire et ferme dans le penthouse silencieux. « Vous devriez présenter vos excuses. » Le son de sa propre voix la surprit, mais elle ne fléchit pas. Elle resta droite, le menton levé. Du bureau, le bruissement des papiers cessa. Un instant plus tard, M. Rotel apparut dans l'embrasure de la porte. Il fixa Clara, une petite fille aux cheveux blonds, en jean et pull jaune vif, qui se tenait avec défi dans son salon de millionnaire. Une lueur de véritable surprise traversa ses traits, vite remplacée par une froide irritation. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea-t-il, ses yeux se tournant vers Hélène. « Qu'est-ce qu'un enfant fait ici ?» Hélène se leva précipitamment. « Je suis vraiment désolée, monsieur. » Elle devait rester cachée. Cela ne se reproduira plus. Clara, excuse-toi auprès de M. Rotel et retourne tout de suite dans le placard. Mais Clara ne bougea pas. Elle soutint le regard glacé du milliardaire avec une détermination sans faille. « C'est lui qui devrait s'excuser, maman, » dit-elle fermement. « C'est lui qui a fait le désordre. Et il a menti en disant que c'était toi. » Un silence épais et menaçant tomba sur la pièce. Hélène semblait sur le point de s'évanouir. Elle attrapa le bras de Clara, sa prise ferme. « Clara, s'il te plaît. » Monsieur Rotel fit un pas lent en avant, une ombre sombre planant au-dessus d'elle. Il regarda Clara et, pour la première fois, sembla réellement la voir. Une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux. Puis il fit quelque chose que Clara n'attendait pas. Il rit. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un son dur, sans humour, qui résonna dans l'espace froid et vide. C'était le rire d'un homme qui trouvait le monde et tout ce qui l'habitait amèrement risible. « Eh bien, dit-il, le rire mourant aussi vite qu'il était venu. La souris a un petit, et il a des dents. » Il s'accroupit lentement,
se mettant à la hauteur de Clara. Ses yeux étaient comme des éclats de glace bleue. « Tu crois que tu es courageuse, petite fille ?» « Mon grand-père était courageux, » répondit Clara, la voix ferme. Il disait « On ne laisse pas les brutes gagner, même si elles sont plus grandes que toi. » L'amusement disparut du visage de M. Rotel. Son expression se durcit en quelque chose de froid et tranchant. Il regarda le visage défiant de Clara, puis celui, terrifié, d'Hélène. Il se redressa, dominant de nouveau les deux. Il fixa Hélène. « Vous êtes renvoyée. » Les mots frappèrent Hélène comme un coup physique. La couleur quitta son visage. « Monsieur Rotel, je vous en prie, » supplia-t-elle, la voix brisée. « Ce n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas. J'ai besoin de ce travail. » « Et moi, j'ai besoin de personnel capable de suivre des instructions simples, » rétorqua-t-il froidement. La première est de ne pas amener leur progéniture bruyante et pleine d'opinions dans mon appartement. « Je ne suis pas bruyante, » dit Clara, incapable de se retenir. « Et je n'ai pas d'opinion. Je dis juste la vérité. Vous avez été méchant avec ma maman. » Monsieur Rotel l'ignora. Il reporta son regard sur Hélène, une lueur calculatrice dans les yeux. Il semblait réfléchir, son esprit travaillant derrière ce masque glacé. Le silence s'étira, lourd de désespoir pour Hélène et de défi pour Clara. Puis il parla de nouveau, sa voix dangereusement douce. « Non, en y repensant, vous n'êtes pas renvoyée. » Hélène leva les yeux, un éclair d'espoir dans le regard. « Pas encore, » poursuivit-il. Il baissa les yeux vers Clara, les lèvres tordues en ce même sourire cruel. « Vous m'avez présenté une curiosité, une expérience. » Il reporta son attention sur Hélène. « Vous continuerez vos fonctions. Mais désormais, la petite viendra avec vous, chaque jour après l'école. » Hélène resta interdite. « Monsieur, vous m'avez entendu, » dit-il. « Je veux la voir. Je veux voir ce courage. Voyons combien de temps il dure quand l'emploi de sa mère est en jeu, jour après jour. » Il fixa directement Clara, ses yeux transperçant les siens. « Bienvenue au Pentouse, petite fille. Les jeux vont commencer. » Sans un mot de plus, il fit demi-tour et rentra dans son bureau. La lourde porte se referma derrière lui avec un déclic sec, laissant Clara et sa mère dans un silence glaçant. La tache sombre sur le tapis restait un rappel brutal de la bataille qui venait d'être déclarée. Hélène serra Clara dans ses bras tremblants, son soulagement mêlé à une nouvelle et terrible inquiétude. Clara avait tenu bon, comme son grand-père le lui avait appris. Mais, ce faisant, elle n'avait pas remporté une victoire. Elle venait d'offrir à toutes deux une guerre plus longue et plus cruelle. Les jours suivants furent une véritable leçon de cruauté silencieuse. Les jeux de M. Rotel n'étaient ni bruyants ni évidents. C'était une série de petites épreuves calculées pour user les nerfs d'Hélène et entamer la détermination de Clara. Il semblait prendre un plaisir pervers à créer des situations impossibles à surmonter sans faute. Il était une araignée, et elles étaient deux mouches, prises dans sa toile méticuleusement tissée. La nouvelle routine était un supplice pour Hélène. Chaque jour après l'école, elle retrouvait Clara à l'arrêt de bus, le visage marqué par une tension constante. Elles prenèrent le bus jusqu'à la tour étincelante, montèrent dans l'ascenseur silencieux aux parois de miroir et entrèrent dans l'immense froideur du Pentouse. Hélène s'affairait à ses tâches avec une énergie nerveuse et fiévreuse, tandis que Clara devait s'asseoir sur une chaise moderne et dure dans un coin du salon, bien en vue du bureau de M. Rotel. Il insistait pour qu'elle soit toujours visible. « Je veux observer notre petite soldate », avait-il déclaré dès le premier jour de ce nouvel arrangement, sa voix dégoulinant de sarcasme. Clara s'asseyait avec ses cahiers d'école sur les genoux, essayant de se concentrer sur ses devoirs.
Mais le poids de son regard invisible était une pression constante. Parfois, la porte de son bureau restait entr'ouverte, et elle sentait qu'il l'observait. D'autres fois, elle était fermée, mais le silence qui en émanait était tout aussi oppressant. L'épreuve commença simplement. Il laissait une trace presque invisible sur une vitre fraîchement nettoyée, puis convoquait Hélène, d'une voix qui résonnait dans l'interphone. « Hélène, dans mon bureau maintenant. » Elle accourait, les mains tordant le tissu de son uniforme. Clara observait, le cœur battant, tandis qu'il désignait cette imperfection minuscule. « Je paye pour la perfection, » disait-il d'une voix basse et menaçante. « Ceci n'est pas parfait. Recommencez. » Et Hélène, le visage pâle, hochait la tête et allait chercher ses produits, les mains tremblantes, pour polir la même vitre pour la 10e fois. Il n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa déception était une arme qu'il maniait avec une précision chirurgicale. Un autre jour, il plaça un vase en cristal d'une valeur inestimable, délicat et fragile, au bord d'une table, exactement sur le passage de l'aspirateur. Hélène dut manœuvrer autour de l'objet avec la lenteur calculée d'une experte en désamorçage de bombes. Clara, retenant son souffle, regardait sa mère travailler, la sueur perlant sur son front. Monsieur Rotel se tenait dans l'embrasure de son bureau, observant toute la scène d'un regard froid et impassible. Quand Hélène eut fini, il s'avança, prit le vase et le reposa à sa place initiale sur la cheminée, sans dire un mot. Le message était clair. Je contrôle tout. Je peux vous briser quand je le veux. Le prix psychologique pour Hélène était immense. Elle maigrissait, les cernes sous ses yeux s'approfondissaient. Elle sursautait au moindre bruit et commençait à s'excuser pour des choses dont elle n'était pas responsable. La confiance tranquille et gracieuse que Clara avait toujours admirée chez sa mère s'effritait, remplacée par une peur nue, à vif. « Pourquoi te fait-il ça, mon trésor ?» murmurait-elle à Clara le soir, la voix éraillée de fatigue, en l'abordant dans son lit. « Reste juste silencieuse. Ne le regarde pas. S'il te plaît, fais qu'il t'oublie. »« C'est un tyran, maman, » répondait Clara, le cœur serré pour la douleur de sa mère. Grand-père disait « On ne laisse pas les brutes gagner. Ça les rend juste plus méchantes. »« Ton grand-père n'a jamais eu de loyer à payer, » soupirait Hélène, une larme traçant une ligne sur sa joue. Il n'a jamais dû choisir entre sa fierté et le toit au-dessus de la tête de sa fille. Clara ne savait que répondre. Elle voyait la position impossible dans laquelle elle avait mis sa mère. Une part d'elle, celle qui aimait sa mère plus que tout, voulait obéir, se faire petite et invisible, s'excuser et apaiser. Mais une autre part, celle qui était la petite fille de Walter Mailleux, refusait de céder. Elle pouvait entendre la voix de son grand-père à son oreille, une présence rassurante dans la peur qui l'envahissait. « Tiens bon, Clarabelle, une bonne personne sait faire la différence. » Alors Clara endura. Elle s'assit jour après jour sur sa chaise dure, observatrice silencieuse et attentive. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole. Elle soutenait les regards glacés occasionnels de M. Rotel d'une expression neutre et stable. Elle refusait de montrer la moindre peur. Elle savait, avec la certitude simple et inébranlable d'un enfant, que lui montrer sa peur était exactement ce qu'il voulait. C'était la seule chose qu'elle ne lui donnerait pas. Un jeudi pluvieux, la tension dans le Penthouse atteignit un nouveau sommet. Madame Gable, l'intendante sévère, était là pour son inspection hebdomadaire. Elle se déplaçait dans les pièces comme un nuage d'orage, ses yeux perçants ne manquant aucun détail. Elle et M. Rotel formaient une paire parfaite, deux connaisseurs de la misère. Clara essayait de lire un chapitre sur la Révolution française, mais l'atmosphère oppressante rendait toute concentration impossible.
Monsieur Rotel et Madame Gable parlaient à voix basse dans le couloir, juste à l'extérieur du salon. Leur voix était douce, mais leurs mots assez tranchants pour percer les murs. L'agence a envoyé 3 remplaçants pour le poste de cuisine, disait Madame Gable. Ils ont tous démissionné en moins d'1 semaine. Personne ne veut travailler pour lui. Alors, l'agence est incompétente, répondit la voix de Monsieur Rotel, froide comme l'acier. Trouvez-en un qui ne le soit pas. Je ne tolérerai pas ce taux de rotation du personnel. Ce n'est pas l'agence, Henri, répliqua Madame Gable. C'était la première fois que Clara entendait quelqu'un utiliser son prénom. Son ton restait respectueux, mais il y avait une pointe de familiarité lasse. C'est vous. Vous êtes impossible à satisfaire. Vous les faites fuir. J'exige l'excellence. Est-ce si difficile à comprendre? Vous exigez des miracles, corrigea Madame Gable, et vous n'offrez rien d'autre que du mépris en retour. Les gens ne veulent pas être traités comme des moins que rien, même pour le salaire que vous payez. Un silence suivit. Clara imagina le visage de Monsieur Rotel se durcir, ses yeux devenir de glace. « Proposez-vous votre démission, Martha ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement douce. « Ne soyez pas ridicule, » rétorqua-t-elle sèchement. « Je suis la seule que vous n'ayez pas encore réussi à effrayer. Je ne fais qu'énoncer un fait. Vous êtes un homme difficile et vous récoltez ce que vous semez. » La conversation prit fin, et un instant plus tard, Madame Gable entra dans le salon, le visage figé dans un masque sombre. Elle passa un doigt ganté de blanc sur une étagère qu'Hélène avait dépoussiérée moins d'1 heure plus tôt. Elle inspecta le gant, le trouva impeccable et émit un petit son de désapprobation au fond de la gorge. Son regard tomba alors sur Clara. « Encore là, à ce que je vois », dit-elle, la voix dénuée de toute chaleur. Clara la regarda simplement, sans rien dire. Les yeux de Madame Gable se plissèrent. Elle sembla prendre le silence défiant de l'enfant comme une offense personnelle. Elle s'avança vers le grand piano qui trônait dans un coin du salon, un magnifique instrument de bois noir poli qui n'était jamais joué. Elle souleva le couvercle protégeant les touches. « Ta mère a nettoyé ceci ?» demanda-t-elle, son regard perçant, scrutant l'ivoire et l'ébène immaculés. « Oui, madame », répondit Hélène en entrant dans la pièce avec son chariot de ménage. « Je l'ai épousseté moi-même. » Madame Gable passa un doigt ganté sur une touche blanche. Puis, comme si une idée venait de lui traverser l'esprit, une lueur cruelle s'alluma dans ses yeux. Elle regarda Clara. « Tu joues, enfant ?» demanda-t-elle. « Non, madame », répondit Clara d'une voix douce. « Quel dommage !» dit Madame Gable. Elle se tourna vers Hélène. « Monsieur Rotel a une nouvelle politique. Il estime que le personnel n'est pas assez impliqué dans l'environnement. Il veut que tout soit fonctionnel, pas seulement décoratif. » Elle mentait. Clara le sut aussitôt. C'était un mensonge pur, né de la simple méchanceté. Il a ordonné que les touches du piano soient non seulement dépoussiérées, mais polies. Chacune individuellement, le dessus, l'avant, les côtés. Hélène la fixa, partagée entre l'incrédulité et l'épuisement. « Mais cela prendra des heures. Il me reste toute l'aile ouest à terminer. » « Alors vous feriez mieux de commencer, » dit Madame Gable avec un mince sourire de triomphe. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur le marbre, laissant derrière elle cet ordre impossible. Hélène regarda le piano, puis sa liste de tâches, et ses épaules s'affaissèrent sous le poids de la corvée. Un désespoir passa sur son visage. On lui demandait l'impossible, et elle savait que c'était une punition déguisée. Un message, un avertissement. Clara observa les mains de sa mère trembler lorsqu'elle posa son chariot et prit un chiffon spécial pour le polissage. Elle vit les larmes non versées briller dans ses yeux
et le feu qui s'était allumé en elle une semaine plus tôt se ralluma de plus belle. Elle glissa de sa chaise et s'approcha de sa mère, qui fixait maintenant les 88 touches comme si elle formait une armée à vaincre seule. « Je vais t'aider, » dit Clara, sa voix petite mais ferme, une ancre dans la détresse de sa mère. « Non, Clara, » chuchota Hélène en secouant la tête. « Tu vas avoir des ennuis. Je vais avoir des ennuis. Retourne à ta chaise. » Elle a seulement dit qu'elle devait être polie, insista Clara. Elle n'a pas dit qui devait le faire. Si on s'y met toutes les deux, ça ira plus vite. Avant qu'Hélène ne puisse protester, Clara prit un chiffon sec et propre dans le chariot. Elle s'assit au bord du banc du piano. Elle contempla la longue rangée de touches. Cela ressemblait vraiment à une grande armée. Elle prit une profonde inspiration. Elle se souvint d'une image de son livre d'histoire montrant les soldats de Washington, fatigués et transis, mais refusant d'abandonner. Elle tendit la main et commença à polir doucement la première touche blanche. Hélène l'observa un instant, le cœur déchiré. Chaque instinct lui criait d'arracher Clara de là, de la cacher, de la protéger de la fureur de cette maison. Mais en voyant les petites mains décidées de sa fille s'activer avec tant de soin, en voyant la force tranquille de son profil, Hélène sentit une étincelle qu'elle n'avait plus ressentie depuis des jours. La fierté. Elle inspira profondément, sa propre résolution se raffermissant. Elle s'assit sur le banc à côté de sa fille et saisit un autre chiffon. Ensemble, dans le vaste penthouse silencieux, sous l'œil invisible du monstre tapi dans son bureau, mère et fille commencèrent à polir les touches une par une. Elles travaillaient en silence, une petite équipe de deux défiant le monde. C'était une petite rébellion, un refus discret de se laisser briser. Et à chaque touche qui brillait un peu plus, Clara se sentait un peu plus forte. Elle ne le savait pas encore. Mais la guerre allait s'intensifier et la prochaine bataille se jouerait sur quelque chose de bien plus personnel qu'une trace sur une vitre ou de la poussière sur un piano. Elles ne terminèrent pas le piano. Elles n'auraient pas pu, même en travaillant toute la nuit. Après 2 heures d'un travail méticuleux et épuisant, un nouveau son résonna dans le penthouse, le bourdonnement sec et autoritaire de l'interphone. « Hélène, dans mon bureau. » Toutes les deux. La main d'Hélène se figea au milieu du polissage. Elle et Clara échangèrent un regard, une communication silencieuse de peur partagée. La convocation ressemblait à un prélude d'exécution. Lentement, elles se levèrent du banc du piano, les jambes raides. Hélène essuya ses mains tremblantes sur son tablier et prit la main de Clara. Sa paume était froide et moite. Le bureau de M. Hottel était aussi froid et impersonnel que le reste du penthouse, mais dominé par un immense bureau en acajou sombre et poli. Il se dressait devant une baie vitrée, du sol au plafond, offrant une vue plongeante sur la ville en contrebas. M. Hottel ne s'était pas assis à son bureau. Il se tenait près de la baie vitrée, le dos tourné, silhouette sombre, découpée sur les lumières étincelantes de la ville. « Vous vouliez nous voir, monsieur Hottel ?» demanda Hélène d'une voix rauque et presque inaudible. Il se retourna lentement. Son visage était impassible, un masque de calme et de pouvoir calculé. Mais ses yeux semblaient brûler d'un feu glacé. Il ne regarda pas Hélène. Son regard resta fixé sur Clara. « Il m'est parvenu, » commença-t-il d'une voix douce et basse, « que notre petite soldate a un exposé d'histoire à rendre. » Le sang de Clara se glaça. Comment pouvait-il le savoir? Elle serra plus fort la main de sa mère. Oui, elle avait bien un exposé à préparer. Un grand. C'était une présentation sur un héros personnel. Et elle avait choisi son grand-père, Walter Mayeux. Ses notes et quelques vieilles photos étaient dans son sac d'école, rangées dans le placard de service.
Monsieur Rottel fit un geste vers son grand bureau luisant. Au centre, sur la surface autrement vide, reposait une petite photographie encadrée. C'était une image en noir et blanc d'un jeune homme en uniforme militaire impeccable, un sourire fier et confiant aux lèvres. C'était son grand-père. C'était la photo qu'elle gardait dans la poche avant de son sac à dos. « Je me suis permis de fouiller dans vos affaires », dit M. Rottel, un mince sourire cruel aux lèvres. « La vie privée, voyez-vous, est un privilège, pas un droit, pas dans ma maison. » Hélène laissa échapper un petit cri blessé. « Monsieur, vous n'aviez pas le droit. »« J'ai tous les droits, » coupa-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Il s'approcha du bureau et prit la photographie, la tenant délicatement entre le pouce et l'index, comme s'il s'agissait d'une preuve déplaisante. Walter Mailleux, sergent-chef, récipiendaire de la médaille militaire pour bravoure au combat, un véritable héros, apparemment. Il prononça le mot « héros » avec un sarcasme qui fit se crisper les poings de Clara. « C'était un héros », dit-elle, la voix tremblante de peur et de colère mêlée. « Vraiment ?» murmura M. Rottel en plissant les yeux vers la photo. Il leva le regard vers Clara, une étrange lueur intense dans les yeux. « Mon père a fait cette guerre. Il parlait d'hommes comme lui, des hommes qui couraient vers le bruit des tirs. Il parlait aussi du prix, du coût de ce prétendu héroïsme. » Il reposa la photo sur le bureau avec un léger claquement sec et reprit d'un ton froid et autoritaire. « Ton projet, c'est de me faire ta présentation ici, dans cette pièce, devant moi. » Clara le fixa, déconcertée. « Quoi? Tu présenteras ton exposé sur ton grand-père, » précisa-t-il, une lueur d'amusement pervers dans les yeux. « Tu me raconteras tout sur ce grand homme, ce héros, et tu devras me convaincre. »« Vous convaincre de quoi ?» demanda Clara d'une petite voix. « De prouver qu'il est tout ce que tu crois qu'il était, » répondit M. Rottel. « Et si tu n'y parviens pas ?» Il laissa planer la menace, puis tourna son regard glacé vers Hélène. « L'emploi de ta mère sera immédiatement résilié. » La cruauté de la proposition était stupéfiante. C'était un jeu conçu pour la faire échouer. Il n'attaquait plus seulement le gagne-pain de sa mère. Il s'en prenait à sa famille, à son histoire, au souvenir de la personne qu'elle admirait le plus au monde. Il transformait quelque chose de pur en une arme contre elle. Hélène commença à supplier, la voix étranglée par le désespoir. « Monsieur Rottel, je vous en prie, non, c'est une enfant, c'est un projet d'école, ne faites pas ça. » « L'enfant tient tête, » dit-il d'un ton moqueur. « L'enfant a des opinions. L'enfant invoque son grand-père courageux. Je lui donne simplement la scène pour prouver sa cause. Vous avez 24 heures pour vous préparer. Demain, à 16 heures précises, la représentation commencera. » Il se tourna de nouveau vers la fenêtre. Le renvoi était clair. L'audience était terminée. Le trajet en bus pour rentrer fut un flou de misère silencieuse. Hélène pleurait, les épaules secouées, le visage enfoui dans ses mains. Clara restait assise à côté d'elle, le corps tendu, serrant la photo de son grand-père dans sa main. Le jeune homme fier et souriant du cliché semblait la regarder, une question muette dans les yeux. Que ferait-il? Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle s'assit à la petite table de leur cuisine, étalant le contenu de son sac à dos, ses notes manuscrites, quelques autres vieilles photographies et une lourde médaille de bronze dans un écrin de velours. La médaille militaire. Son grand-père n'avait jamais vraiment parlé de la guerre. Il racontait des histoires d'amitié, de moments drôles, du sentiment de rentrer chez soi, mais jamais des combats ni de l'événement qui lui avait valu cette décoration. Sa grand-mère disait souvent que les soldats les plus courageux étaient ceux qui laissaient la guerre derrière eux.
La présentation que Clara avait prévue pour l'école était simple. Elle portait sur sa vie après la guerre, comment il était rentré, avait ouvert un petit atelier de menuiserie, fondé une famille et était devenu une figure aimée de leur communauté, reconnu pour sa gentillesse discrète et son intégrité inébranlable. Mais elle savait que cela ne suffirait pas pour M. Rotel. Il ne voulait pas entendre parler de gentillesse. Il voulait entendre parler de bravoure. Il voulait l'histoire du héros, celle que son grand-père n'avait jamais voulu raconter. Clara sentit un nœud de désespoir se resserrer dans son ventre. Comment convaincre un homme comme M. Rotel de quoi que ce soit? Il ne croyait pas au séraud. Il ne croyait sans doute pas à la bonté tout court. Il avait fixé une tâche impossible et attendait, du haut de sa tour de verre, qu'elle échoue. Sa mère entra dans la cuisine, les yeux rouges et gonflés. Elle s'agenouilla près de la chaise de Clara. « On peut simplement partir, mon trésor », chuchota-t-elle, la voix épaisse de fatigue. « On peut faire nos valises. Je peux trouver un autre travail. Nous n'avons pas à y retourner. » Clara regarda le visage marqué et fatigué de sa mère. Elle y vit la peur, mais aussi l'amour. Un amour farouche et protecteur qui sacrifierait tout pour elle. Et à cet instant, Clara comprit que ce n'était plus seulement une question de travail. Ce n'était plus seulement affronter un tyran. C'était une question d'honneur. Monsieur Rotel avait pris le souvenir de son grand-père et tentait de le salir pour en faire un outil de cruauté. Elle ne pouvait pas le laisser faire. Le laisser gagner serait une trahison de tout ce que son grand-père représentait. Elle regarda la médaille, sa surface polie froide contre sa paume. Elle pensa à ces mots, ce qui avait tout déclenché. Il y a des moments pour se taire et des moments pour tenir bon. « Non, maman, » dit Clara d'une voix douce mais ferme. « Je dois le faire. Je dois y retourner. » Hélène la regarda, scrutant le visage de sa fille. Elle y vit la peur, mais, en dessous, elle reconnut une lueur de la même détermination inébranlable qu'elle voyait autrefois dans les yeux de son propre père. C'était l'esprit d'Émailleux, obstiné et fort. Un petit sourire triste effleura les lèvres d'Hélène. Elle hocha la tête et serra sa fille dans une étreinte farouche. Le lendemain, le Pentos semblait encore plus froid et intimidant que d'ordinaire. Le silence était plus lourd, chargé d'attente. À 16 heures précises, l'interphone bourdonna de nouveau. « Mon bureau, c'est l'heure. » Clara entra dans la pièce, sa mère quelques pas derrière. Monsieur Rotel était assis derrière son immense bureau, les mains jointes en un geste d'autorité. Il ressemblait à un roi tenant sa cour. Il avait tourné l'un des fauteuils pour qu'il fasse face au bureau, tel un siège de témoin ou un trône pour un sacrifice. « La scène est à toi, » dit-il d'une voix neutre. Clara prit une grande inspiration. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle eut l'impression qu'il pouvait l'entendre. Elle s'avança vers le fauteuil et le tourna de manière à faire face non pas au bureau, mais à l'espace ouvert où se tenait sa mère. Puis, au lieu de s'asseoir, elle resta debout à côté. Elle ne serait pas son témoin. Elle serait la conteuse. Elle tenait la vieille photo en noir et blanc de son grand-père dans sa main. Elle jeta un petit sourire tremblant à sa mère, puis commença à parler d'une voix claire et assurée dans le silence oppressant. « Mon grand-père s'appelait Walter Mailleux, » commença-t-elle. Et c'était un héros, mais peut-être pas pour la raison que vous pensez. Elle ne parla pas des batailles. Elle ne parla pas des soldats ennemis, ni des actes de bravoure. Elle raconta l'histoire de l'homme, celui qui était revenu d'une guerre terrible et avait passé le reste de sa vie à construire plutôt qu'à détruire. Elle parla des maisons qu'il avait bâties pour des familles de leur ville, des petits jouets en bois qu'il avait sculptés pour les enfants du quartier, du jardin communautaire qu'il avait créé sur un terrain abandonné. Être un héros
Ce n'est pas être le plus fort ni le plus bruyant, dit Clara, sa voix prenant de l'assurance. Il disait qu'un homme peut être courageux un instant dans la chaleur d'un combat. Mais il faut un autre genre de courage pour être un homme bon chaque jour, toute une vie. Elle parla de son intégrité tranquille, de la fois où il avait démonté l'ossature d'une maison qu'il construisait pour tout recommencer, perdant des semaines de travail parce qu'il avait découvert que le bois n'était pas à la hauteur de ses standards. Personne ne l'aurait su, dit-elle en regardant directement M. Rotel. Les inspecteurs avaient déjà signé, mais lui, il l'aurait su, et cela suffisait. M. Rotel resta assis derrière son bureau, le visage impénétrable. Il ne l'interrompit pas. Il la regardait simplement, les doigts toujours entrelacés, les yeux fixés sur elle. Enfin, Clara leva la médaille, laissant la lumière de la fenêtre accrocher sa surface. Il a reçu ceci pour avoir sauvé 3 hommes d'un char en flammes, dit-elle presque en chuchotant. Il ne m'a jamais raconté cette histoire. Je l'ai découverte dans une boîte de vieux articles de journaux après sa mort. Il n'aimait pas parler de la guerre. Il disait, « La vraie bataille ne se livre pas là-bas. La vraie bataille se joue chaque jour. C'est le choix d'être gentil quand on pourrait être cruel. Le choix d'être honnête quand on pourrait mentir. Le choix de construire quand il est si facile de détruire. » Elle posa doucement la médaille sur le coin du bureau. Elle avait terminé. Tout son corps tremblait de l'effort. Le silence qui suivit fut absolu. Elle avait tenu bon. Elle avait défendu son héros. C'était à lui de jouer. Monsieur Rotel resta silencieux longtemps, les yeux fixés sur la médaille. La froide moquerie avait disparu de son visage, remplacée par une expression que Clara ne parvenait pas à déchiffrer. Quelque chose de profond, de lointain, l'ombre d'une vieille douleur. Enfin, il leva les yeux vers elle. Le choix de construire quand il est si facile de détruire, répéta-t-il doucement, presque pour lui-même. Il regarda tour à tour Clara, puis Hélène, avant de se lever de son bureau et de s'avancer vers la fenêtre, contemplant la ville dont il était le maître. « Tu as échoué, » dit-il, le dos toujours tourné. La respiration d'Hélène se coupa. Un sanglot lui échappa. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Après tout ça, ce n'était pas suffisant. « Tu as échoué à me convaincre, » continua-t-il d'une voix basse et égale, « parce que je savais déjà. » Il se retourna. Son visage était une tempête d'émotions contradictoires. Je savais qui était Walter Mailleux. Il était dans l'unité de mon père. Il était l'un des hommes que mon père commandait. Il marqua une pause, son regard se verrouillant sur celui de Clara. Et c'est lui qui a sorti mon père de ce char en flammes. La révélation tomba dans la pièce silencieuse, comme une explosion physique. Clara sentit le monde basculer. L'homme qui l'avait tourmenté, qui avait humilié sa mère, celui qui semblait incarner toute la cruauté et l'inhumanité, était lié à elle par un fil d'histoire impossible. Sa vie, son existence même, il les devait à l'homme dont il venait de profaner le souvenir. La main d'Hélène se porta à sa bouche. Un souffle étouffé s'en échappa. Elle fixa M. Rotel, les yeux écarquillés d'une compréhension incrédule. Toutes les petites cruautés des dernières semaines prenaient soudain la forme d'un puzzle plus tragique. « Votre père » balbutia Hélène d'une voix à peine audible. « Mon père a sauvé votre père ?» M. Rotel acquiesça, le regard lointain, perdu dans un souvenir aussi vif que douloureux. Il quitta la fenêtre et s'enfonça lentement dans l'un des fauteuils moelleux, celui où Clara avait refusé de s'asseoir. Pour la première fois depuis leur rencontre, il ne ressemblait plus à un roi sur son trône. Il avait l'air d'un homme portant un fardeau impossible. « Mon père s'appelait Capitaine Jacques Rotel, » dit-il, la voix calme, dépouillée de son ton habituel d'autorité.
C'était un homme dur, qui croyait avant tout en la force. Il voyait le monde en noir et blanc, les forts et les faibles, les gagnants et les perdants. Il est revenu de la guerre, avec le corps criblé d'éclats et l'esprit plein de fantômes. Il s'interrompit, baissant les yeux vers ses mains, immobile sur les accoudoirs du fauteuil. Il n'a jamais parlé de l'homme qui l'avait sauvé par son nom. Il l'appelait simplement le sergent. Un homme discret, disait-il, un menuisier venu d'une petite ville. Il n'a raconté l'histoire qu'une seule fois, tard un soir, croyant que je dormais. Il a décrit le feu, l'odeur du métal et du carburant en flammes. Il a raconté qu'il était coincé, la jambe bloquée, certain de mourir. Et puis, une main a surgi à travers la fumée. Une voix calme et ferme, et la force obstinée d'un homme qui refusait de l'abandonner. Clara regarda la photo de son grand-père, le menuisier tranquille au sourire doux, et essaya de l'imaginer dans cet enfer. Elle tenta de réconcilier le gentilhomme qui lui avait appris à planter des tomates avec le soldat intrépide, prêt à marcher dans le feu pour un inconnu. Le sergent était lui-même blessé, poursuivit M. Rotel, la voix chargée d'un vieux chagrin hérité. Il a traîné mon père sur près d'1 kilomètre jusqu'à un hôpital de campagne, puis il a disparu dans la guerre. Mon père a essayé de le retrouver pour le remercier, mais il était parti. On lui a dit que le sergent avait été renvoyé chez lui. Mon père a passé des années à le chercher. Il avait l'impression d'avoir une dette qu'il ne pourrait jamais vraiment payer. Tout ce qu'il avait, c'était un nom, Mahieu, et une histoire. Il leva enfin la tête, et ses yeux, débarrassés de leur armure glaciale, étaient emplis d'une profonde tristesse. Mon père n'était pas un homme bon en rentrant, dit-il d'une voix rauque, une confession longtemps enfouie. La guerre a brisé quelque chose en lui. Il est devenu comme moi, dur, impitoyable. Il a bâti cette entreprise sur les mêmes principes qu'il utilisait pour commander ses hommes, la peur et l'intimidation. Il m'a appris que la gentillesse était une faiblesse, que les sentiments étaient un handicap. Il m'a appris à construire des murs, à ne faire confiance à personne, à voir chaque interaction comme une bataille à gagner. Il fit un geste vague vers la pièce opulente, la ville s'étendant derrière les vitres. Il a construit tout cela, et il a été l'homme le plus malheureux que j'ai jamais connu. Il est mort dans ce même bâtiment, entouré de tout ce qu'il avait jamais voulu, mais totalement, absolument seul. Le silence qui suivit était différent. Ce n'était plus celui, froid et tendu, de la peur. C'était un silence lourd, réfléchi, chargé du poids d'une histoire indicible et d'un chagrin inattendu partagé. Quand j'ai vu le nom sur tes devoirs d'école, reprit doucement M. Rotel, son regard revenant à la photographie posée sur le bureau. Je pensais que ce devait être une coïncidence. Mais quand j'ai vu cette photo, j'ai su qu'il avait les mêmes yeux que l'homme sur les quelques clichés fanés que mon père gardait dans le tiroir de son bureau. L'homme qu'il n'a jamais pu retrouver. Le héros qu'il n'a jamais pu remercier. Il laissa échapper un long soupir tremblant, comme le bruit d'un mur qui s'effondre. Pendant tout ce temps, vous étiez là, à nettoyer mes sols. La haine de soi dans sa voix était palpable. J'ai vu ta défiance, ta force, et cela m'a rappelé, lui, les histoires que mon père racontait. Ça m'a mis en rage. Je voulais la briser. Je voulais prouver que mon père avait tort, qu'il n'y a pas de héros, que tout le monde a un point de rupture. Il regarda Hélène, le visage marqué d'un véritable remords, profond et douloureux. Et je vous ai utilisé pour le faire. J'ai été cruel, impardonnablement cruel, envers la fille de l'homme à qui mon père devait la vie. Hélène, figée à l'écoute de son récit, finit par bouger. Elle fit un pas en avant. Son expression n'était plus celle de la peur, mais d'une pitié profonde et déchirante. Elle avait passé des semaines terrorisée par un monstre,
pour finalement découvrir un homme brisé. « Mon père, Walter, il n'aurait pas voulu que vous soyez ainsi, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Il ne croyait pas aux dettes. Il croyait aux gens. Il aurait voulu que vous soyez heureux. » La sincérité simple et nue de ces mots sembla frapper M. Rotel plus profondément que n'importe quel reproche. Il tressaillit, comme si l'idée que son père puisse souhaiter son bonheur était une douleur insupportable. Clara, silencieuse durant toute la confession, sentit une émotion étrange et nouvelle monter en elle. La colère avait disparu, emportée par le flot de son histoire. La peur aussi s'était éteinte, remplacée par un sentiment inattendu de compassion. Il restait l'homme qui avait volontairement renversé du café et s'était moqué de sa mère. Mais il était aussi un enfant élevé par un soldat triste et brisé. Un homme qui avait appris que la seule manière de survivre était de devenir une forteresse. Elle pensa à son propre grand-père, à sa chaleur, à son rire facile, à l'odeur de sciure dans son atelier. Lui était revenu de la même guerre qui avait brisé Jacques Rotel. Mais Walter Mailleux avait choisi de construire, tandis que Jacques Rotel avait choisi de se battre. Et voilà, 2 générations plus tard, les résultats de ses choix. Une petite fille qui savait tenir tête avec courage, et un milliardaire solitaire qui ne savait se défendre qu'avec la cruauté. Clara s'avança. Elle prit la médaille militaire posée sur le coin du bureau. Elle marcha jusqu'au fauteuil de M. Rotel, ses pas ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis. Elle la lui tendit. M. Rotel regarda le métal dans sa petite main, puis leva les yeux vers son visage. Ses propres yeux brillaient de larmes retenues. « Il n'aimait pas cette médaille, » dit Clara doucement. Il disait que ce n'était qu'un rappel du pire jour de sa vie. Il disait que les vraies récompenses, ce sont les choses qui viennent après. Elle déposa la médaille doucement dans sa main. Ses doigts longs et élégants se refermèrent sur le bronze lourd. Il la contempla, la gorge serrée. Le dernier morceau du puzzle venait de s'emboîter. Walter Mailleux n'avait jamais voulu être remercié. Il n'avait jamais voulu de récompense. Il voulait simplement rentrer chez lui et mener une vie bonne et tranquille. Il voulait que les hommes qu'il avait sauvés puissent en faire autant. Jacques Rotel avait survécu, mais n'était jamais vraiment rentré. Et il avait transmis cet exil à son fils. « Je suis désolé », murmura enfin Henri Rotel, les mots semblant étrangers et maladroits sur sa langue. C'étaient des excuses adressées à Hélène, à Clara et au fantôme d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Pour tout. Il leva enfin les yeux vers Hélène, les siens emplis d'une supplication muette. « S'il vous plaît, ne partez pas, restez, pas comme ma gouvernante. J'ai besoin... » Il chercha ses mots. « J'ai besoin de réparer ça. Laissez-moi réparer ça. » Hélène regarda sa fille. Clara lui adressa un petit hochement de tête presque imperceptible. Il ne s'agissait pas de pardon. Pas encore. C'était quelque chose de plus complexe, le choix de construire quand il est si facile de détruire. La bataille était terminée. La guerre, semblait-il, avait enfin pris fin. Il ne restait plus que le long et silencieux travail de reconstruction. Le mot « pardon » n'effaçait pas d'un coup les semaines de peur et d'humiliation. Il ne réparait pas instantanément les fractures de pouvoir et de classe qui les séparaient. Mais c'était un début. C'était une graine de renouveau plantée dans le sol aride du penthouse glacé. Dans les jours qui suivirent, une trêve étrange et délicate s'installa au dernier étage. L'air, jadis lourd de tension, était maintenant rempli d'un autre type de silence. Un calme maladroit et incertain. Tandis que 3 personnes, liées par un fantôme, cherchèrent à comprendre qui elles étaient les unes pour les autres. Désormais, M. Rotel, il insistait pour qu'on l'appelle Henri,
une requête à la fois énorme et déroutante, était un homme à la dérive. Il avait passé toute sa vie adulte à ériger des murs et semblait ne pas savoir comment les abattre. Ses tentatives de gentillesse étaient maladroites, comme un homme essayant de manipuler du verre délicat avec des mains habituées à manier le marteau. Il commença par renvoyer Madame Gable. Ce fut une décision rapide et nette. Hélène l'apprit non pas de lui, mais d'un autre membre du personnel qui en parlait à voix basse, presque avec révérence, comme si une souveraine au long règne venait d'être détrônée. La raison officielle évoquait une réorganisation, mais tout le monde connaissait la vérité. La reine de la cruauté silencieuse avait été exilée du royaume. Son acte suivant fut une conversation avec Hélène dans son bureau. Clara ne fut pas invitée. Elle s'assit sur le canapé du salon, un meuble qu'elle avait désormais le droit de toucher, et attendit, l'estomac noué. Quand sa mère ressortit 1 heure plus tard, son visage était un mélange de choc, d'incrédulité et d'un soulagement profond qui changeait une vie. « Il veut que je devienne régisseuse de ses propriétés », confia Hélène à Clara, la voix tremblante sous le poids des mots. « Pas seulement pour ce penthouse, pour tous ses biens. Il double mon salaire. Il crée aussi un fonds pour tes études, Clara. Un fonds complet, suffisant pour n'importe quelle université que tu choisiras. » L'offre était vertigineuse, un geste si grand qu'il semblait irréel, comme un rêve. C'était une tentative claire et sans ambiguïté d'expier ses fautes, d'utiliser son immense fortune pour jeter un pont au-dessus du gouffre qu'il avait lui-même creusé. Mais ce furent les petits moments qui marquèrent vraiment le changement. Henri commença à laisser la porte de son bureau ouverte. Il sortait, non pas avec une critique ou une exigence, mais avec une question. « Clara, » dit-il un après-midi, sa voix portant encore l'écho maladroit du commandement. « La bourse a chuté de 300 points aujourd'hui. Sais-tu ce que cela signifie? » Clara, qui lisait sur la chute de l'Empire romain, leva la tête, surprise. « Non, monsieur, » répondit-elle, le « monsieur » lui échappant par habitude. Il ne la corrigea pas. Au lieu de cela, il s'approcha, son costume coûteux, semblant presque incongru dans cette atmosphère domestique. Il se mit à lui expliquer la danse complexe des taureaux et des ours, de la confiance du marché et des indicateurs économiques. Il parlait non pas comme un milliardaire faisant la leçon à une enfant, mais comme un professeur désireux de partager un pan du monde qu'il comprenait. Clara, qui adorait apprendre, l'écouta, fascinée. Il lui ouvrait son univers, pas seulement sa maison. Il se mit aussi à prendre ses repas, non plus dans son bureau silencieux, mais à la petite table de la vaste cuisine ultramoderne. Il invitait Hélène et Clara à le rejoindre. Les premiers repas furent péniblement silencieux, ponctués seulement du tintement des couverts. Mais peu à peu, avec prudence, des conversations commencèrent à éclore. Il interrogea Hélène sur sa vie avant ce travail, sur ses rêves. Il écouta, vraiment, tandis qu'elle racontait son enfance, ses parents, son mari défunt. Il questionna Clara sur l'école, ses amis, ses livres préférés. Il apprit que son grand-père lui avait appris à jouer aux échecs. Le lendemain, un magnifique échiquier en marbre sculpté à la main apparut sur une table du salon. Ils jouèrent leur première partie dans un silence chargé. Henri se révéla un joueur brillant et agressif, l'esprit toujours plusieurs coups en avance. Mais Clara était la petite fille de son grand-père. Patiente, observatrice, dotée d'une résolution inébranlable. Il gagna, mais elle lui donna du fil à retordre. Lorsqu'il annonça « échec et mat », un sourire authentique, libre et sincère, illumina pour la première fois les lèvres d'Henri Rotel. « Tu joues avec sa stratégie, » dit-il, une note d'émerveillement dans la voix. « Tu sacrifies des pions pour la position.
Tu ne cèdes jamais ta dame. Ton grand-père était un homme remarquable. Oui, il l'était, répondit simplement Clara. À travers ces petites interactions, le milliardaire monstrueux commença à s'effacer et un nouvel homme apparut. Henri Rottel restait un homme de pouvoir et de richesse immense. Mais Clara et Hélène commencèrent à voir le petit garçon solitaire, derrière le rideau, l'enfant élevé dans l'ombre d'un héros brisé, l'homme à qui l'on n'avait jamais enseigné que le langage du combat. Il apprenait maintenant un nouveau langage, celui de la bonté et du lien, et elles étaient ses improbables professeurs. Un samedi matin, Henri trouva Clara dans le salon, contemplant le grand piano qu'elles avaient si méticuleusement poli quelques semaines plus tôt. « Tu aimerais savoir en jouer ?» demanda-t-il, la voix plus douce que d'ordinaire. Clara hocha la tête. « Ma maman a toujours voulu que j'apprenne, mais nous n'avions jamais les moyens de payer des cours. » Henri ne dit rien de plus. Mais le mardi suivant, une femme au sourire bienveillant et à l'étui de cuir entra dans le penthouse. C'était une professeure du conservatoire le plus prestigieux de la ville. « Monsieur Rottel m'a demandé d'être votre professeur, » dit-elle à une Clara stupéfaite. « Il m'a dit de vous dire qu'une maison aussi grande a besoin de musique. » Ainsi, le penthouse, autrefois musée du silence, commença à se remplir de sons. D'abord, les notes hésitantes d'une débutante apprenant ses gammes. Puis, bientôt, de simples mélodies s'élevèrent et se répandirent dans les vastes pièces. La musique semblait adoucir les angles tranchants de l'endroit, réchauffer le marbre et le verre glacé. C'était le son d'une maison qui, lentement, timidement, reprenait vie. Dans son nouveau rôle de régisseuse, Hélène s'épanouit. La peur et l'anxiété qui l'avaient tentée furent remplacées par une autorité calme et assurée. Elle n'était plus un fantôme en uniforme bleu, mais une femme responsable, respectée par le personnel et digne de la confiance totale de son employeur. Elle et Henri développèrent une relation de respect mutuel, deux personnes venues de mondes différents qui avaient trouvé un terrain d'entente dans leur lien commun avec un homme disparu depuis longtemps. La véritable mesure de ce changement se révéla un après-midi gris et pluvieux, environ un mois après la confession. Clara terminait sa leçon de piano lorsque Henri entra dans la pièce. Il ne portait pas l'un de ses costumes stricts, parfaitement taillés. Il était vêtu d'un pantalon décontracté et d'un pull en cachemire doux. Il paraissait plus jeune, moins forteresse. Il tenait entre ses mains un simple cadre photo. Il était ancien et légèrement fané. La photo montrait deux jeunes hommes en uniforme, le bras passé autour des épaules l'un de l'autre, souriant à l'objectif. L'un était un visage que Clara connaissait intimement. Son grand-père, Walter Mailleux. L'autre, un bel homme au sourire inquiet et aux yeux hantés, était un inconnu. « C'est mon père », dit doucement Henri. Il tendit le cadre à Clara. Je l'ai trouvé au fond de son vieux coffre. C'était la seule photo qu'il avait gardée de la guerre. Clara contempla l'image de ces deux jeunes hommes qui avaient partagé un moment d'amitié au cœur d'un cauchemar. L'un était rentré et avait rempli sa vie de lumière. L'autre était revenu et avait empli la sienne d'ombre. Et maintenant, leurs héritages se trouvaient mêlés dans cette pièce, dans cette étrange famille improvisée. Ma mère disait que mon grand-père ne s'est jamais considéré comme un héros, murmura Clara en suivant du doigt le sourire de son grand-père. Elle disait qu'il répétait toujours que les vrais héros sont ceux qui ne reviennent pas. Henri regarda par la vaste fenêtre, non pas la ville qu'il possédait, mais le ciel gris, strié de pluie. Peut-être, dit-il doucement, ou peut-être que les vrais héros sont ceux qui reviennent des ténèbres et choisissent quand même de bâtir dans la lumière. Il se tourna vers Clara, puis vers Hélène, qui était entrée, attirée par leur conversation tranquille. Un regard de gratitude profonde,
libéré de tout fardeau, se posa sur son visage. Il avait passé une vie entourée de richesses, mais il avait eu faim. Il avait vécu dans un palais, mais il avait été sans foyer. Le milliardaire grossier que le personnel fuyait avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui commençait tout juste à apprendre à vivre. Et tout avait commencé parce qu'une fille de femme de ménage, une enfant au cœur courageux de son grand-père, avait refusé de plier. Elle avait tenu bon, non seulement pour sa mère, mais pour la mémoire d'un homme de bien. En agissant ainsi, elle n'avait pas seulement sauvé leur avenir, elle avait racheté son passé. Le silence du penthouse avait enfin vraiment disparu, remplacé par la musique discrète et pleine d'espoir d'un nouveau départ. Mais ce n'était pas seulement l'histoire de Clara. Chaque jour, dans les recoins silencieux de demeures riches ou de bureaux immenses, des travailleurs ordinaires affrontent des choix impossibles entre fierté et survie, silence et courage. Clara a tenu bon, et ce faisant, elle a changé non seulement la vie de sa mère, mais aussi le cœur d'un homme que tous croyaient au-delà de la rédemption. La question demeure. Combien d'autres histoires semblables restent à jamais inconnues? Alors, pendant que vous êtes ici, j'aimerais savoir ce que vous faisiez en écoutant. Peut-être que vous vous détendiez après le travail, en conduisant tard le soir, ou simplement en vous relaxant. Laissez un mot dans les commentaires. Je les lis vraiment tous. Aimez cette vidéo si vous croyez que même les petits actes de courage peuvent réécrire une histoire. Et abonnez-vous pour d'autres récits authentiques qui prouvent que le courage ne rugit pas toujours. Il chuchote souvent et il transforme.